va y aller. Euh, Bonsoir à tous. C'est extrêmement impressionnant de se trouver en face de euh, so- 71 personnes, 71 personnes, s'il y a quelques Belges dans l'Assemblée. C'est vraiment extrêmement impressionnant. Donc, deux, trois petites règles pour que nous fonctionnions efficacement. C'est enregistré. C'est nécessaire pour pouvoir avoir un compte-rendu ultérieur correctement. Si vous n'avez pas envie qu'on entende votre voix et qu'on ne voit pas vos images, évidemment, vous pouvez mettre fermer votre caméra et votre micro. La seconde chose, la seconde règle de fonctionnement, comme vous êtes vraiment extrêmement nombreux, il ne sera pas possible de donner la parole à chacun pour poser les questions, mais toutes les questions sont bienvenues. De grâce, vous les posez dans le chat et Marc et moi ferons, je vais dire, le tri parmi les messages, essayer de rassembler les questions en quelques thèmes et ensuite nous les ramènerons vers les orateurs. Pendant les exposés, on essaiera de s'en tenir à laisser les orateurs aller au bout de leur exposé et ne pas interrompre trop, sauf si on voyait passer des questions vraiment pointues, auquel cas on leur demanderait de prendre la question directement. Ceci étant pour les règles de fonctionnement. À la base, il y avait 160 inscrits pour cette session. C'est vraiment impressionnant. 74 pour le moment. C'est extrêmement impressionnant. Et ça montre que ça répond vraiment à un besoin important, mais aussi ça a une très, très grande utilité. Parce que partager des informations précises et utiles de la même façon, ça nous permet d'organiser notre communication également d'une seule voix. Et en communiquant d'une seule voix, on est évidemment plus efficace parce qu'on va passer une voix bien informée, le même message chez tout le monde, et on est mieux entendu quand on dit tous la même chose et non pas en cacophonie. Donc, on peut avoir un beaucoup plus grand impact. Des démarches comme celle-ci, une a déjà eu lieu en Norvège et une similaire va être suivie pour les populations, je veux dire hispaniques, mais pas vraiment, pas l'Amérique du Sud, mais de langue espagnole, de façon à vraiment porter les mêmes messages, les mêmes démarches, la même manière de travailler, de façon à former une véritable communauté, ce qui renforcera encore notre force. Donc, en ce qui concerne l'introduction, moi j'ai terminé, nous aurons trois orateurs, ils seront présentés chacun par un volontaire chinois qui a été désigné par Philippa de Moving Forward, que nous remercions pour avoir pris en main toute l'organisation technique de cette séance. Donc, je vais maintenant passer la main à Marc qui va introduire le premier orateur et je vous souhaite une excellente soirée, fructueuse, féconde et intéressante. Bonsoir à tout le monde, merci d'être aussi nombreux. Donc, le premier orateur est Hubert Aviola. Hubert est chercheur en neurosciences. Il travaille dans le laboratoire AbbVie en Allemagne. Hubert fait également partie du conseil d'administration de l'association Huntington France. Il était présent au congrès EHDN à Strasbourg et il va nous partager avec nous les derniers travaux de recherche clinique qui ont été présentés et discutés au congrès EHDN de septembre 2024. Hubert, tu as la parole. Merci Marc pour l'introduction. Donc, je vais partager mon écran. J'apprécierais si vous pouviez me confirmer que vous voyez bien ma présentation. Oui, on la Oui, voit bien, Hubert. OK, oui. merci. Parfait. Du coup, c'est parti. Du coup, comme l'a dit Marc, je m'appelle Hubert Aviola. Je suis scientifique de formation et ma famille est aussi affectée par la maladie d'Huntington. Du coup, j'ai travaillé sur la maladie d'Huntington pendant une dizaine d'années et aujourd'hui, je travaille sur d'autres maladies neurodégénératives. Et au mois de septembre, j'ai pu assister à la conférence EHDN Enroll HD qui était à Strasbourg. Et c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter les grandes lignes. Avant ça, je dois faire une déclaration de conflit d'intérêts. Donc, comme l'a dit Marc, je travaille pour AbbVie, qui est une entreprise pharmaceutique. Mais AbbVie n'a absolument pas contribué à la conception, ni à la rédaction, ni à la révision de cette présentation, ni à son approbation. Je fais ça vraiment de manière personnelle. Du coup, voilà les trois grands points que je voudrais aborder ce soir. Du coup, en premier lieu, les avancées sur les connaissances de la maladie d'Huntington qui ont été présentées durant la conférence.
une petite section de vocabulaire avant de passer aux avancées sur les essais cliniques, afin de vous familiariser un petit peu plus avec les différentes notions et les différents termes. Du coup, pour la maladie d'Huntington, c'est une maladie rare qui touche environ 5 personnes sur 100 000 au niveau mondial. C'est un petit peu plus en Europe. C'est une maladie génétique qui affecte donc l'ADN et qui est héréditaire, qui se transmet de génération en génération. Au niveau des symptômes, ils peuvent être cognitifs, psychiatriques, comportementaux, mais également moteurs. Et ce qui est assez étrange avec la maladie d'Huntington, c'est que l'apparition est assez tardive. Comme on peut voir sur ce graphique, donc en bas sont exposés l'âge et sur l'axe vertical, c'est la fréquence d'apparition des symptômes. Et on voit que la majorité des symptômes apparaissent autour de 40 ans, même si bien évidemment il y a des formes juvéniles qui apparaissent très tôt et des formes très tardives. Et c'est quand même assez étrange de voir une apparition aussi tardive des symptômes alors que dès la naissance, même au moment de la fécondation, la mutation est présente chez les personnes atteintes de la maladie d'Huntington. Et les dernières avancées scientifiques permettent un peu de répondre à cette question. De plus, la maladie d'Huntington, c'est une maladie neurodégénérative qui va essentiellement affecter le striatum. Donc ça, c'est une image du cerveau par IRM d'une personne en bonne santé. Et là, le cercle rouge, ça correspond aussi au striatum, cette partie du cerveau qui est très affectée dans la maladie d'Huntington. Et on voit que dans cette même image d'un patient affecté par la maladie d'Huntington, le striatum est beaucoup, beaucoup plus petit. On voit également que le cortex, qui est la surface du cerveau, est également affecté, mais c'est surtout le striatum qui est le plus affecté dans le cerveau. Donc c'est assez étrange également de voir que la maladie d'Huntington affecte essentiellement le striatum, alors que la mutation est présente dans chacune de nos cellules, dans les muscles, le cœur, le foie, mais c'est surtout le striatum qui est affecté, et également les dernières avancées scientifiques permettent de répondre partiellement à cette question. Du coup, comment marche la maladie d'Huntington? Donc, c'est une maladie génétique. Donc, la mutation est une expansion de répétition. Donc, dans un gène normal, donc celui de la huntingtin, qui est la cause dans la maladie Huntington, l'ADN est composé de 4 lettres, A, C, G et T. Et donc, le gène, avec cette partie d'ADN qui forme le gène, il est formé de 3 molécules, petites molécules d'ADN, ACG, et T, et qui forment chacun des codons. Et chacun de ces petits codons, de ces petits assemblements de 3 lettres, va coder pour un acide aminé, pour fabriquer des chaînes d'acides aminés. Donc chaque codon va correspondre à un acide aminé, et quand ils sont synthétisés l'un à la suite de l'autre, ils forment ce qu'on appelle une protéine. Dans la maladie d'Huntington, il y a chez les personnes normales une répétition CAG de codons d'ADN qui se traduisent par un acide aminé, la glutamine, et donc qui va former une chaîne de polyglutamine. Et donc dans l'Huntington normale, on a généralement environ une vingtaine de répétitions du codon CAG, donc une vingtaine de chaînes de polyglutamine qui s'appellent polyQ pour faire plus simple. Dans la maladie d'Huntington, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette répétition de CAG, qui normalement est d'une vingtaine de répétitions, elle est beaucoup plus grande. On atteint environ une quarantaine de répétitions, et donc fatalement, au niveau de la protéine, on a une répétition de 40 fois l'acide aminé de la glutamine, et donc qui forme une chaîne de polyglutamine beaucoup plus grande. La nouvelle notion qui apparaît depuis quelques années maintenant, c'est l'instabilité des répétitions CAG. Comme je l'ai dit, chez une personne normale, il y a environ plus ou moins une vingtaine de répétitions de CAG. La maladie d'Huntington, elle apparaît quand on a 40 ou plus de répétitions CAG. Et ce qui se passe, c'est qu'avec l'instabilité, cette répétition de CAG, elle va continuer à augmenter tout au long de la vie. Et du coup, il y a différentes phases d'instabilité. La première, elle est plutôt lente. On passe de 40, qui est déjà une forme symptomatique, à 80 CAG. Et ça va prendre plusieurs décennies. Ça prend vraiment énormément de temps. Quand on atteint une certaine taille, au bout de 80 et jusqu'à 150, 250, là, le système s'emballe. On passe dans une phase rapide qui dure uniquement quelques années, et ça augmente de plus en plus vite. Et à partir de 150 ou 250 répétitions de CAG, là, on est dans une phase toxique qui dure quelques mois, où au niveau cellulaire, il va se passer beaucoup de dérégulation et de phénomènes toxiques. Du coup, si on reprend,
Ce phénomène d'instabilité et d'augmentation de la répétition tout au cours de la vie, c'est ce qui pourrait expliquer l'apparition si tardive des symptômes. En gros, on a vraiment besoin d'avoir une très 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 longue répétition de CAG pour voir ces premiers symptômes arriver et cela prend plusieurs décennies. Si on replace cette instabilité des CAG qui sont au niveau de l'ADN, au niveau de la protéine, qu'est-ce qu'il se passe? C'est que la polyglutamine au niveau de la protéine huntingtin mutante va elle aussi continuer à augmenter parce que les codons CAG sont traduits en polyglutamine. Et donc, on va avoir une huntingtin mutante avec une chaîne de polyglutamine de plus en plus grande, de plus en plus grande. Et au bout d'un moment, elle est tellement grande que la protéine n'est même plus fabriquée entièrement. Il va y avoir juste un petit morceau qui contient la chaîne de polyglutamine. Et ce petit morceau est extrêmement instable et il va souvent s'agréger, former des cailloux au niveau des cellules. Du coup, un autre point au niveau de l'instabilité, c'est où se passe-t-elle? Est-ce que c'est partout, dans chaque organe du corps humain, ou est-ce que c'est également dans chaque cellule? En fait, des recherches assez récentes montrent que non, ça arrive essentiellement dans le cerveau, également dans le foie, mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Mais il y a beaucoup d'instabilité au niveau du cerveau. Et si on zoome in un peu plus au niveau du cerveau, est-ce que c'est partout? Non. L'instabilité, c'est essentiellement dans le striatum, qui est la partie la plus affectée dans la maladie d'Huntington. Il y a aussi un petit peu d'instabilité dans le cortex, qui est aussi un petit peu affecté dans la maladie d'Huntington. Et dans le cervelet, il y a très, 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 très peu d'instabilité, quasiment pas d'instabilité. Et c'est une partie du cerveau qui n'est quasiment pas affectée dans la maladie d'Huntington. Et si on zoome encore plus précisément au niveau du striatum, on voit que ce n'est pas toutes les cellules qui ont de l'instabilité, mais c'est essentiellement les neurones du striatum. Et du coup, l'instabilité permet d'expliquer à la fois l'apparition tardive des symptômes, ça prend du temps d'augmenter de plus en plus, mais également ça pourrait expliquer pourquoi c'est le striatum qui dégénère en premier, parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a le plus d'instabilité. Du coup, viser l'instabilité, ça pourrait être aussi une nouvelle piste thérapeutique et des laboratoires de recherche travaillent déjà intensivement sur ça. Voilà, maintenant je voudrais passer un petit peu de vocabulaire avant de parler des dernières avancées sur les essais cliniques. Et d'abord, la classification des médicaments, ils peuvent être rangés dans différentes catégories. Il y a les médicaments avec des petites molécules qui peuvent être produits par synthèse chimique, type l'aspirine. Il y a aussi les nouveaux médicaments d'aujourd'hui qui ne sont pas produits par synthèse chimique, mais qui sont directement produits par des cellules ou des organismes vivants. On peut penser à des anticorps qui avaient été utilisés lors de la pandémie du Covid, mais aussi des cellules pour des thérapies cellulaires. Un autre type de classification, c'est par l'administration. Comment est-ce qu'on prend le médicament? On a tous en tête les pilules ou les solutions qu'on peut avaler. Il y a aussi les pommades qu'on peut mettre à la surface de la peau. Des solutions à injecter, c'est un peu moins fréquent, mais ça arrive sous la peau, par exemple l'insuline, directement dans les veines, ou voire même dans le liquide cérébrospinal. Je vais revenir sur ça un peu plus tard. Notre type d'administration, c'est aussi par opération chirurgicale. Là, ça commence déjà à être beaucoup plus lourd. On peut injecter directement dans le cerveau, voire même, notamment dans le cas de la maladie de Parkinson, on peut implanter des électrodes au niveau du cerveau afin de calmer les tremblements. Il y a aussi plein d'autres facteurs qui permettent de classifier les médicaments, notamment la fréquence d'administration. Est-ce qu'on les prend plusieurs fois par jour, plusieurs fois par an? Peut-être pour certains aussi juste une fois et on est bon pour toute la vie. Et il y a d'autres facteurs, type la stabilité du médicament. Encore une fois, on pense au vaccin du Covid qui nécessitait d'être stocké à -80. Et on voit que tous ces paramètres, ils vont avoir un impact sur comment on développe des médicaments, comment on décide de les commercialiser, qui vont avoir tous des avantages et des inconvénients. Et enfin, au niveau du vocabulaire, c'est la dernière slide, je voulais juste vous faire un petit rappel sur les phases de développement d'un médicament. Il y a la phase préclinique où c'est avant qu'on teste chez l'homme toutes les recherches qui sont faites en laboratoire, sur des cellules ou dans des modèles animaux. Et enfin, lorsqu'un médicament arrive à cette bonne maturation, on le teste chez l'homme. Dans la phase 1, donc souvent la phase 1 implique un très petit nombre de participants, quelques dizaines. Et là, durant cette phase, on veut juste tester la sécurité du médicament. Donc on donne des toutes petites doses, généralement à des participants en bonne santé. On regarde s'ils vont bien,
On peut prendre prélever un peu de sang, regarder si les enzymes du foie, du rein, si tout va bien. Si tout va bien, on peut augmenter la dose, on peut augmenter la dose et on regarde si tout va bien. Généralement, c'est des études assez courtes qui durent quelques semaines, voire quelques mois. C'est vraiment juste pour voir la sécurité. Si le médicament passe cette étape avec succès, on passe à la phase 2. À ce moment-là, l'intérêt, c'est de voir quelle est la meilleure dose du traitement pour avoir l'efficacité optimale. Donc là, on ne cherche pas à regarder l'efficacité sur les symptômes des patients, mais juste sur ce que fait le médicament. Je vais prendre l'exemple si on voulait tester un médicament anti-inflammatoire sur des patients atteints de la maladie d'Huntington. À ce niveau-là, on ne va pas regarder si ça améliore les symptômes de la maladie d'Huntington, mais juste si ça réduit l'inflammation, s'il y a de l'inflammation. Généralement, on prend moins d'une centaine de participants et on teste la dose pour trouver celle qui est le plus optimum. Et une fois que cette étape est finie, on va tester cette meilleure dose dans une phase 3 clinique. Et donc là, on va tester des centaines de participants pendant une très longue période. Et là, vraiment, on va tester le médicament pour voir s'il marche bien, s'il améliore les symptômes, s'il permet de ralentir la maladie d'Huntington. Et enfin, il y a la phase 4. C'est une fois que le médicament est mis sur le marché, les laboratoires pharmaceutiques sont tenus de suivre, de faire ce qu'on appelle de la pharmacovigilance, afin de voir s'il n'y a pas des nouveaux effets secondaires sur le très long terme qui pourraient apparaître et qu'on n'a pas vu lors des phases 1, 2 et 3, afin d'éviter par exemple des scandales comme le Mediator. C'est très important de suivre cette pharmacovigilance. Voilà, j'ai fini pour les deux premières parties. On va pouvoir maintenant passer sur les dernières avancées sur les essais cliniques. Alors, je ne veux pas vous faire trop peur, mais voilà en gros le résumé. Du coup, c'est assez chargé. Chaque ligne de ce tableau correspond à un traitement qui est en phase clinique. Et là, je parle uniquement des traitements en phase clinique. Je ne parle pas de tous les traitements qui sont en phase préclinique, qui ne sont pas encore testés chez l'homme. On peut déjà se réjouir parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Et on va commencer par ces trois premiers. Ces trois premiers marchent tous de la même manière en type d'administration. Ce sont des pilules à avaler. Il y a le premier médicament qui est de la compagnie Prilinia qui s'appelle la pridopidine. Lui, il a déjà terminé la phase 3. Et à l'heure actuelle, ils sont en train de faire une demande d'autorisation. Hubert, si tu permets, Oui, avant d'entrer dans ces détails-là, parce que tu vas entrer dans un domaine et il y a juste une question qui vient de bien sûr. tomber et qui, en réalité, demande une précision sur juste ce qui a précédé et qui recouvre. J'avais noté la même et ça tombe très bien. Donc, quand tu parlais de l'augmentation des polyglutamines, des polyQ, Mhm. tu dis ça peut monter, j'ai vu passer 100, 200. Mais est-ce que ces 100 et 200 restent au niveau de l'ADN de base? Quelqu'un qui, par exemple, la question qui est posée, c'est quelqu'un qui est à 45 aujourd'hui. Est-ce qu'il reste à 45, mais au fil de la production, selon les jours, il va monter à 30, 45, en gardant ses 45 à la base. Donc c'est une deuxième chose, un deuxième contrôle qui devrait être fait quelque part. C'est un peu l'objet de la question. Oui, alors en fait, ça dépend où c'est qu'on va regarder. J'ai parlé que dans différents organes, il y avait plus ou moins d'instabilité. Si on regarde au niveau du cerveau et du foie, il y a beaucoup d'instabilité. Du coup, la répétition de CAG, elle va augmenter au cours du temps et elle va pas revenir en arrière. Ça va s'accumuler, ça va augmenter, augmenter, augmenter. Par contre, si on regarde au niveau du sang, si on fait une prise de sang, qu'on fait un test génétique, on va dire à 25 ans, on va avoir un certain nombre de répétitions. Si on refait le même test 20 ans plus tard, ça n'aura pas changé. Parce qu'il y a très peu d'instabilité au niveau des cellules sanguines. Du coup, ça dépend vraiment de là où on regarde. Et généralement, ça va être les organes où il y a le plus d'instabilité qui vont être le plus affectés par la maladie d'Huntington. Si je résume pour être sûr de bien comprendre, on reste à 45, mais l'effet délétère, l'accumulation de plaques amyloïdes augmente bien qu'on reste à 45, par exemple. Alors en fait, ça va dépendre de chaque cellule. Chaque cellule aura certainement un nombre différent de répétitions de CAG. Du coup, la grande majorité de nos cellules dans l'organisme auront 45 répétitions dans ce cas-là, et ça ne va pas bouger. Et dans les organes où il y aura de l'instabilité, ça sera certaines cellules qui vont avoir beaucoup d'instabilité qui vont augmenter, et d'autres, la cellule voisine, ça sera un peu plus lent, ça prendra un peu plus de temps, ça va aussi augmenter. Du coup, il y a une hétérogénéité de l'instabilité au niveau des organes et des cellules. Mais généralement, on ne descend pas en dessous. Même si à l'heure actuelle, il y a certaines voies thérapeutiques qui essayent de viser à réduire la longueur des répétitions de CH.
mais c'est encore en phase préclinique, du coup, je n'en parlerai pas ce soir. Voilà, du coup, je vais recontinuer sur les nouveaux traitements. Du coup, je parlais de Prilenia qui avait fini la phase 3 et qui faisait actuellement une demande d'autorisation de mise sur le marché. Du coup, ce médicament active un récepteur, bon, sigma 1, je ne sais pas si ça parle des gens. En gros, c'est un récepteur qui va dire aux neurones, ne meurs pas, reste en vie. Et du coup, ça stimule la survie des neurones. Et du coup, les effets attendus, c'est que ça améliore les fonctions moteurs, cognitives, enfin, tout ce qui ne va pas chez les patients Huntington. Le problème, c'est que toutes les phases cliniques ont été négatives. Tous les résultats ont été négatifs avec ce médicament. Mais les chercheurs ont remarqué que c'était parce que les patients prenaient en même temps des traitements neuroleptiques ou antichoréiques, et chez les patients qui ne prennent pas ce type de traitement, le médicament marche bien. En tout cas, c'est très visible. Du coup, basé sur ces données, ils ont quand même fait une demande de mise sur le marché. On verra ce que dira l'Union européenne. Deuxième compagnie, Sage Thérapeutique, a développé le dalzanemdor. Donc celui-ci vise uniquement à améliorer les fonctions cognitives et actuellement ils sont en phase 3, c'est-à-dire qu'ils cherchent à confirmer l'efficacité du médicament chez un très grand nombre de participants. Et enfin, il y a Sombiotech avec le médicament benvatolol qui lui vise uniquement à réduire les mouvements choréiques, donc ça vise uniquement les symptômes, ça ne vise pas la racine de la maladie d'Huntington. Et celui-là, il vient tout juste de terminer la phase 2. Les résultats sont en cours d'analyse et devraient... c'était prévu pour octobre 2024, donc il ne devrait pas tarder à arriver. Et enfin, il y a les autres médicaments. Tout cela, en fait, ils vont viser vraiment la source de la maladie d'Huntington. Et en gros, ils vont tous avoir le même mécanisme. Ils vont chercher à diminuer la quantité de la protéine Huntington. Du coup, j'ai prévu une slide pour chacune de ces essais thérapeutiques. Donc, le premier, c'est Roche avec le tominersen. Et comme je l'ai dit, donc, il cherche à diminuer la quantité de la huntingtin, la protéine. Le problème avec ce médicament, c'est qu'il va réduire la huntingtin mutante, même celle avec de très très longues polyglutamines. Mais un des problèmes, c'est qu'il va également viser la huntingtin normale, celle qui n'est pas mutée. Et celle-ci, autant que possible, ça serait bien de ne pas la toucher. Néanmoins, ils ont pour l'instant obtenu des résultats assez satisfaisants et l'injection de ce médicament, donc c'est un petit fragment d'ADN qui doit être injecté par une ponction lombaire, c'est-à-dire qu'on va injecter le médicament directement dans le liquide céphalorachidien, c'est le liquide qui entoure la moelle épinière au niveau de la colonne vertébrale. Il devrait être injecté toutes les 16 semaines, donc tous les 4 mois à peu près, dans un hôpital. À l'heure actuelle, ils sont en phase 2, c'est-à-dire qu'ils cherchent à tester la meilleure dose du médicament. En fait, dans le passé, ils ont même réalisé une phase 3, mais elle avait dû être annulée parce que le médicament montrait des effets toxiques. Apparemment, ils n'avaient pas bien estimé la dose optimale. Ils étaient allés avec une dose trop importante et donc toxique en phase 3. Du coup, ils ont décidé de revenir en phase 2 pour redéfinir la meilleure dose avant de retourner à nouveau en phase 3. Une autre compagnie, c'est PTC Thérapeutique. C'est exactement la même stratégie que Roche. Ils vont cibler les mêmes différentes protéines, l'huntingtin mutante, mais également l'huntingtin normale que normalement on ne devrait pas essayer de diminuer. Mais il y a un gros avantage comparé à Roche, c'est que ce traitement, ça serait juste un médicament à avaler. À l'heure actuelle, ils sont en phase 2. Ils l'ont quasiment terminé. Ils ont déjà défini la dose optimale pour la phase 3 et qui sont déjà en train de préparer. Pour la phase 2, en fait, ils avaient prévu de tester différentes doses et ils se sont rendus compte que la dernière dose, qui était plus élevée, ils vont même pas la tester parce qu'ils sont déjà très contents de la dose intermédiaire qu'ils avaient planifiée. Et ça, c'est pour éviter des effets secondaires comme a pu arriver avec l'essai clinique de Roche. Unicure, lui aussi vise à réduire la huntingtin mutante. Celui-ci il a aussi l'avantage de targeter cette petite fragment de la huntingtin mutante qui contient la polyglutamine. Du coup, en tapant dans différentes sous-espèces de la huntingtin, ils espèrent avoir un meilleur effet. Au niveau de l'administration du médicament, là par contre, c'est du lourd. C'est une opération chirurgicale où on va injecter directement au niveau du striatum à 3 reprises un virus
qui va produire le médicament tout au long de la vie, ou en tout cas pendant de très longues années. Cet essai clinique, il est actuellement en phase qu'on appelle 1-2, où il teste à la fois la sûreté et déjà il teste un peu la dose. Vu que c'est une opération chirurgicale très lourde, il y a très peu de patients qui ont réalisé ce test et ça avance très, très, très doucement. Les premiers résultats sont vraiment, vraiment prometteurs, mais il faut attendre qu'il y ait beaucoup plus de monde pour être sûr de la qualité des résultats. Pour Wave Life, c'est exactement le même médicament que Roche, mais celui-là, il a un gros avantage, c'est qu'il ne va pas taper dans la Huntington normale. Il va vraiment être spécifique de la Huntington mutante. Après, ça reste toujours une administration d'un petit fragment d'ADN qu'on injecte au niveau de la moelle épinière. Là, il prévoit de le faire toutes les 8 semaines, donc tous les 2 mois. Et ils viennent tout juste de terminer une phase 1-2 et du coup, ils se préparent à réaliser une phase 3 chez un très grand nombre de participants pour voir si le médicament marche bien pour ralentir la maladie d'Huntington. Euh, il y a un autre désavantage avec ce traitement, c'est qu'en fait, pas tous les patients Huntington seront éligibles à ce traitement. Parce qu'en fait, je ne rentre pas dans les détails, mais il vise une autre mutation qui est également présente sur la Huntington mutante, mais ce n'est pas tous les patients Huntington qui ont cette seconde mutation. C'est environ 50-70% des patients. Donc, si ça marche, malheureusement, pas tout le monde pourra y avoir accès. Et enfin, pour terminer, Skyhawk Thérapeutique, cette compagnie a développé un médicament. Pour l'instant, il a juste un nom de code Sky 0515. Et donc, ce médicament, il va viser la huntingtin mutante et la normale, mais un des très gros avantages, c'est qu'il va également viser l'instabilité. En gros, l'espoir de cette compagnie, c'est de pouvoir se donner ce médicament très, 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 très en avance, afin de bloquer, limiter au maximum l'instabilité, afin de décaler l'apparition des symptômes de plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Autre avantage, c'est un petit médicament à avaler, pas d'injection au niveau du cerveau ou de la moelle épinière. Et là, ils en sont encore à la phase 1, donc c'est vraiment très 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 tôt dans le développement du médicament où ils testent juste la sûreté du médicament, mais en tout cas, ils ont déjà des premières données qui montrent que ça permet de très fortement diminuer la quantité de huntingtin. Ils n'ont pas encore de données sur l'instabilité, mais ça ne devrait pas tarder. Voilà pour les nouvelles au niveau des essais cliniques. Et en fait, j'ai triché, j'ai une autre section, mais ça prendra qu'une minute. Il y a aussi beaucoup de discussions durant la conférence, c'était sur comment réaliser des essais cliniques. Parce que à l'heure actuelle, on essaie de classifier la maladie d'Huntington à différents stades. Le stade 0, c'est à partir de la naissance, on a la mutation, mais on n'a aucun symptôme. On n'est pas du tout malade, on n'a rien. Après vient le stade 1. On n'a toujours aucun symptôme, on n'est pas malade, mais par contre, il y a certains biomarqueurs de la maladie qui peuvent être mesurés. Par exemple, on peut mesurer le volume du striatum par imagerie et on peut voir que déjà, il commence à diminuer en volume dû aux effets de la maladie, quand bien même on n'a pas de symptômes. Et quand le striatum commence à être vraiment beaucoup plus petit, quand 40 à 50% a dégénéré, à ce moment-là, les patients commencent à développer des symptômes, ce qu'on appelle donc le stade 2, pour avoir donc des problèmes cognitifs ou moteurs ou psychiatriques. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le stade 3, où c'est là les symptômes ils commencent à être tellement importants que ça affecte même la façon de vivre. Donc on a du mal à travailler, à se déplacer, à faire des activités, tellement les symptômes sont importants. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'à l'heure actuelle, on peut tester un médicament uniquement quand quelqu'un est malade. Et la définition de quelqu'un de malade, c'est quand il a des symptômes. Donc en gros, on est bloqué de faire des essais cliniques uniquement chez des personnes qui sont en stade 2. Et j'avais discuté avec un collègue qui est en oncologie et il disait le problème de la neuroscience, c'est que vous testez des médicaments très tardivement. Quand les gens ils ont déjà des signes cliniques, c'est déjà presque trop tard. Et lui travaille en oncologie et il me disait c'est comme si nous on essayait de faire des essais cliniques chez des patients qui sont en phase terminale. C'est quasiment impossible à trouver un médicament qui marcherait. Ce serait très 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 difficile. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de discussions avec les agences pharmaceutiques, avec les agences du médicament, afin de pouvoir effectuer des essais cliniques au stade 1, quand les patients Huntington ne sont pas malades, mais qu'il y a déjà des biomarqueurs qui pourraient être utilisés pour
vérifier si un médicament marche bien. Et quand on voit que si on veut réduire l'instabilité, ça apparaît avant même l'apparition des symptômes, ce serait très important de tester les médicaments à cette phase-là. Voilà, c'était ma dernière slide. J'espère que je n'ai pas parlé trop longtemps et je voulais vous remercier de votre attention. Mais j'ai noté, Hubert, j'ai noté deux, trois questions. Marc, tu veux y aller aussi? Alors, non, c'est juste, il y a une personne qui demande si le tableau récapitulatif des essais cliniques peut être mis à disposition. Oui, Il n'y a pas de problème. Pour ceux qui sont adhérents à l'association Huntington France, vous allez recevoir la semaine prochaine le nouveau magazine. Le tableau sera dans le mag. Donc, mais sinon, on va s'arranger pour le mettre sur le site internet. Et voilà. oui, on fera la même chose pour les amis belges, hein, bien sûr. Et je suppose, Marc Hubert, que ta présentation, comme elle n'est pas secrète, elle pourra être circulée, je pense, assez librement. Bien sûr, Euh, toutes ces que- informations, elles sont disponibles tout à sur fait, voilà, tout Internet, à elles ont fait. été présentées en conférence, il n'y a rien Donc, de secret, tout est non, public. C'est c'est très juste bien fait, rassembler très toutes clair. les informations, Oui. voilà, qui... Oui. Moi, j'avais deux, trois questions que j'ai notées et une qui était venue, je pense, très spontanément quand tu as parlé de, d'une part, de la mutation classique, les 45 dont tu parlais, et puis les augmentations. Et une personne demandait, mais comment savoir si on est porteur de la seconde mutation? Comment arriver à faire des tests, soit des tests par organe en quelque sorte? Est-ce que c'est quelque chose qui est imaginable? Alors, l'instabilité, comme je l'ai dit, elle apparaît essentiellement au niveau du cerveau. Donc, ça Oui. impliquerait qu'il faudrait prendre un morceau du cerveau et l'analyser, ce qui est pas faisable. Oui. Il y a beaucoup de recherches qui est faite pour essayer de voir si on pourrait quantifier ça au niveau du sang, par exemple. Ça serait faire une petite prise de sang. Mais comme je l'ai dit, il y a très peu d'instabilité au niveau des cellules du sang. Du coup, c'est pas très, très efficace. On voit pas beaucoup de changements. J'ai eu une réunion avec une boîte pharmaceutique donc, qui vise à diminuer l'instabilité et ils ont une stratégie qui viserait à prélever un morceau du foie. Je vous l'ai dit, l'instabilité aussi, elle est très importante au niveau du foie. Et donc, afin de mesurer si un médicament marche, on pourrait regarder déjà s'il marche sur les cellules du foie. Et donc, on pourrait faire un prélèvement du foie. Alors, c'est une opération tout à fait bénigne. On imagine déjà un peu la frayeur, mais c'est une opération tout à fait bénigne qui est faite très, très, très couramment, notamment pour les C'est cirrhoses. une biopsie, c'est une biopsie C'est ordinaire. une biopsie, c'est-à-dire on a une toute petite Oui, aiguille qu'on oui, va juste planter et en la retirant, il va y avoir quelques petites cellules du foie qui oui. vont être accrochées dessus et ça suffit largement pour faire les mesures. Ce qui est assez impressionnant, c'est la taille de l'aiguille parce qu'il faut arriver jusqu'au foie, mais c'est une opération qui est tout à fait bénigne et le foie également, c'est un organe qui peut se régénérer assez facilement. C'est probablement pour cette raison aussi qu'il n'est pas tellement affecté, quand bien même il a beaucoup d'instabilité, c'est qu'il a cette capacité à se régénérer. Il y a une question de quelqu'un qui a eu beaucoup de... Albert, je veux juste faire une... Hubert, Oui, je crois je que t'en la prie. question, elle était sur un des derniers laboratoires que tu as présenté, je ne sais pas si c'est Sage ou Unicure, qui aurait une approche thérapeutique, mais qui ne viserait que 60 ou 70% des malades de Huntington par rapport à Mhm. une autre mutation Mhm. voilà. Et c'est comment on peut détecter, comment savoir les patients Huntington qui auraient cette mutation. Du coup, il faut faire un test génétique. Exactement de la même manière que pour la mutation Huntington, sauf que là, ils vont regarder une autre mutation et ils vont regarder si elle est détectable. Simple prise de sang, ça suffit. Et en gros, pour participer à ces essais cliniques, ce qui est assez important, en fait, de manière générale, quand on veut participer à un essai clinique, il faut être assez proche d'un centre de compétences ou de référence de la maladie d'Huntington et être suivi par un spécialiste de la maladie d'Huntington qui participe couramment à des essais cliniques. Et si vous allez lui rendre visite chaque année, que vous faites partie de Enroll HD, qui est une étude clinique pour juste voir les patients et les suivre au cours de la vie, généralement, ils peuvent faire ce test, ce second test génétique pour voir si vous serez éligible à ce traitement et participer aux essais cliniques. Oui. Quelqu'un demandait si on pourrait prendre, comme dans les pistes thérapeutiques que tu as citées, ça traite différents
forme de la maladie. Et quelqu'un a demandé s'il était imaginable de prendre des cocktails de médicaments pour attaquer simultanément les différents, les cognitifs, les moteurs et les comportementaux, par exemple, en prenant trois types de médicaments. Est-ce imaginable? Alors, c'est tout à fait imaginable, mais ça va dépendre. Ça sera au cas par cas si les cocktails de médicaments ont des effets additifs, voire même synergiques, mais il y a des fois, ils peuvent être aussi contre-productifs. Du coup, il faut voir au cas par cas. C'est impossible à prédire à l'avance. Et comme j'avais présenté là tout à l'heure, donc la pridopinine, qui est un médicament actuellement, il y a une demande de mise sur le marché. Ce médicament, on voit qu'il n'avait pas permis de voir d'effets bénéfiques chez les patients qui prennent des traitements antichoréiques ou, je me souviens plus l'autre médicament. Neuroleptique, neuroleptique. Neuroleptique, merci. Du coup, alors ça ne veut pas dire qu'il ne marche pas, ça veut dire qu'il a un effet qui sera caché par le traitement des autres médicaments. Du coup, il n'y aura pas forcément beaucoup d'intérêt à le prendre en mélangeant avec ces médicaments. Par contre, ce sera peut-être intéressant de le prendre très en avance, avant même l'apparition de symptômes moteurs et choréiques pour ralentir la maladie. Oui. Du coup, c'est vraiment au cas par cas, il faut voir. Mais bien sûr, il y a l'espoir, comme on voit de plus en plus dans le cancer ou le VIH, que la combinaison de thérapies permet d'améliorer les traitements. Oui, et exactement dans le même sens où tu disais, on sait que l'effet délétère commence en fait in utero, et donc que la prise en charge la plus anticipée possible a le plus de chances d'avoir des effets positifs. Et une question qui est posée, c'est est-ce que on va donner les médicaments en priorité à des patients dans les stades précoces et que pour les stades très avancés, ce ne seraient pas des médicaments curatifs, mais ce seraient des médicaments d'accompagnement parce qu'ils sont trop avancés. C'est un peu cruel de le dire comme ça, mais c'est un peu le sens de la question. Du coup, j'ai participé à une réunion avec Prilenia, donc qui vient de faire une demande de mise sur le marché, et eux, ils ont l'intention de recommander le médicament à tous les âges, à partir de 18 ans. Parce que d'un point de vue légal, après, Oui, pour les enfants, pour les moins de 18 ans, il faut faire d'autres types d'essais cliniques, il faut oui. valider ça, mais en gros, ils feront une demande pour que tout le monde ait accès. Après, vu que ce sera un médicament quand même sur prescription, ça va dépendre de votre médecin. Ce sera à lui d'avoir la décision finale pour vous prescrire ou non. Et Hmm. comme je l'ai dit, à l'heure actuelle, dans la communauté scientifique, il y a beaucoup de débats autour de ce médicament. Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il ne marche pas? Parce que pour l'instant, tous les essais cliniques ont été plutôt négatifs. L'avantage, c'est qu'il n'a pas d'effet toxique, il est très bien toléré, du coup, ça peut jouer en la faveur de ce médicament. Une question qui est, je ne sais pas s'il est possible d'y répondre, mais est-il concevable que quelqu'un qui n'a pas la mutation classique, donc qui aurait, on va dire, 35 réplications par exemple, ait quand même l'accroissement dans d'autres cellules ou dans d'autres organes? Ouais, ouais, ouais. Et comment pourrait-on le savoir dans ce cas-là? Ben, en fait, c'est ce qui se passe avec la maladie d'Huntington, c'est une maladie héréditaire, on se le transmet de parents à enfants, mais il y a aussi des cas spontanés où on voit que ben, voilà, chez des personnes qui n'ont pas la maladie d'Huntington, il y a cette expansion qui se passe. Et en fait, eux, elle sera tellement petite qu'ils vont pas développer des symptômes ou tellement tardivement qu'ils mourront d'autre chose. Mais par contre, ils vont le transmettre à leurs enfants et eux, malheureusement, pourront développer les symptômes. Du coup, même chez la population normale, il y a cet effet d'instabilité qui fait que ça augmente petit à petit et que, voilà, il y a des cas spontanés de la maladie Huntington qui apparaissent dans des familles où, quand on regarde dans le passé historique, personne n'avait la maladie d'Huntington et du coup, ça arrive même dans la population générale. On pourrait imaginer aussi que alors là, c'est vraiment une hypothèse, que chez les patients, la population normale qui a une vingtaine de répétitions, peut-être qu'ils développeraient la maladie Huntington, mais au bout de 200, 300 ans, parce que ça prendrait beaucoup plus de temps d'avoir cette instabilité et cette augmentation, et donc naturellement, l'être humain meurt d'autre chose avant. Est-ce que la seconde mutation porte un nom particulier? C'est une question, hein? C'est une question dans le chat. Elle a un nom de code
très compliqué que je ne me souviens pas, Ok, mais c'est une information qui peut être retrouvée. ok. Alors en fait aussi, il n'y a pas que cette deuxième mutation. Il y en a une troisième, il y en a une quatrième, il y en a d'autres qui sont encore moins fréquentes, mais le laboratoire est aussi intéressé pour viser cette seconde mutation pour qu'il y ait plus de patients qui puissent avoir accès à ce médicament et essayer de couvrir le plus de patients Huntington possible. Mais à l'heure actuelle, ça reste vraiment déjà sur cette deuxième mutation, ils essaient de faire le mieux et il faut déjà que le médicament soit validé, que la stratégie marche bien avant de pouvoir investiguer d'autres types de mutations. Ton Je frère pense, ton frère te remercie. et je pense qu'on va laisser la Oui, parole maintenant on à va continuer. Olivier. Ouais, Oui, et on prendra euh, les questions à la fin, toutes les oui, questions qui n'ont pas pu être traitées, ou en tout cas oui. un maximum qu'on prendra à la fin. Je te laisse présenter Olivier, Albert. Très bien, chef, ça va aller. Ça va aller. Olivier n'est pas un patient Huntington. Olivier a grosso modo 45 ans, même s'il paraît beaucoup moins. Il travaille à la Ligue Huntington depuis 6 ans. Il est notre chargé de communication. Olivier est entré à la Ligue quand nous avons pris conscience que en s'occupant très très bien des patients avec nos assistants psychosociaux, on ratait une case parce que c'est très bien de s'occuper des gens, mais il fallait aussi communiquer mieux. Et Olivier nous a aidé à moderniser notre communication. D'ailleurs, ça a eu pour des effets que les dons ont un peu augmenté. C'est déjà un effet important. Et à prendre conscience de ce qui intéresse les patients et les familles dans notre manière d'aller vers eux. Et comme il est maintenant avec nous depuis 6 ans, qu'il est bon bilingue, il est même trilingue puisque c'est français, wallon, liégeois et anglais, il est bon. Il a participé à 2 congrès pour voir aussi comment dans d'autres pays, d'abord comment la communication autour de la maladie se fait, que ce qui se dit, ce qui se fait, comment les gens réagissent, comment ils participent au congrès. Il a participé aussi à un congrès à HDYO pour voir aussi comment les jeunes se comportent, constituer des réseaux et, je veux dire, un peu voir ce qui se fait ailleurs de façon à améliorer ce qu'on fait chez nous. Donc voilà, Olivier, je te cède le micro. Ben, merci Albert pour cette présentation. Donc c'est tout à fait vrai, hein, tout ce que tu as dit. Ça fait maintenant 6 ans que je travaille pour la Ligue. J'ai pas 45 ans, j'en ai 47 presque. Et je vais évoquer ces différents congrès dont tu viens de parler, et notamment le premier congrès auquel je me suis rendu. C'était le congrès EHDN à Bologne en 2022. À cette occasion, j'avais été invité par la Liga. En Belgique, c'est un peu compliqué. On a une ligue flamande, on a une ligue francophone belge dont je fais partie. Ils ont un peu plus d'argent que nous, donc ils m'ont proposé de les rejoindre. Ils étaient une dizaine de personnes à participer à Bologne. Et donc c'était vraiment une expérience très chouette à vivre là-bas, de vivre avec toutes ces personnes qui, eux, étaient donc directement impactés par la maladie. Et donc c'était une expérience humaine très enrichissante. La première chose à laquelle j'ai été confronté en participant à ce congrès, c'était le côté très technique des différentes sessions qui étaient présentées. C'est quand même de haut vol. Donc, il faut se dire que pour le commun des mortels, tout n'est pas facile à digérer et c'est pour ça que c'est important d'avoir ce type de session, donc qu'on a pour le moment, où Uber peut présenter et arriver donc à généraliser ces informations pour les restituer après. Parce que sinon, c'est vrai que parfois, on a beaucoup de mal à suivre. C'est aussi l'occasion, ce genre de session, ce genre de congrès plutôt, de rencontrer des personnes d'autres associations, donc notamment par exemple de l'association française Gilles Gatté, j'imagine qu'elle est là, qu'elle participe ici ce soir. Et aussi, une des principales intéressées ce soir, c'est Philippa, hein, c'est un peu une des raisons pour laquelle on est tous ici ce soir, c'est qu'elle m'avait invité à la rejoindre avec d'autres personnes, donc des membres de la Liga, de la Ligue flamande, lors d'une réunion. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. C'était dans une petite salle de réunion à Bologne. Et j'étais en quelque sorte un peu enrôlé de force dans le HA, enfin, pas le HA, mais dans le mouvement Moving Forward. Donc, il y a un des projets qui est porté par le HA. C'est un projet donc, qui vise principalement à informer sur la maladie, les différents essais cliniques et aussi à augmenter la littératie, tout ce qui en termes de soins de santé qui tourne autour de la maladie.
Grâce à cela, on a proposé en Belgique un sondage avec l'association flamande donc pour déterminer quelles étaient les attentes des jeunes et donc quels étaient le type d'informations dont ils ont besoin. Ce qu'on a utilisé par la suite quand on a fait des matinées d'information, donc qui sont en quelque sorte des petits congrès qu'on propose chaque année. Donc ça a été vraiment le pied à l'étrier pour moi dans les congrès européens. Et ce que j'en retiens, ça a été surtout le côté réseautage et le fait de se dire qu'il y avait moyen de mettre sur pied d'autres projets par la suite. L'année dernière, il y avait le congrès, comme Albert en a parlé, de HDYO, donc qui est plutôt l'association qui est destinée aux jeunes de moins de 35 ans, et qui s'est tenu à Glasgow, en Écosse, et où je suis allé avec deux membres de notre association. On a rejoint aussi les membres de l'association flamande, qui étaient eux plus d'une dizaine. Il faut savoir que le prochain congrès aura lieu en 2025 à Prague. Ça se déroulera au mois de mars. Là, c'est nettement plus accessible en termes de sessions. Il est possible aussi de bénéficier d'une bourse pour se rendre sur place. Donc, voilà, si on est bilingue donc vers l'anglais, c'est vraiment une occasion aussi de rencontrer des jeunes et de pouvoir assister à des sessions qui sont nettement plus accessibles et avec beaucoup de témoignages et des activités qui se déroulent en dehors du congrès. L'année dernière, c'est aussi déroulé le congrès EHA, donc le congrès de l'Association européenne à Blankenberg. Ça, c'était à la fin de l'année. Blankenberg, donc c'est sur la côte belge. Et nous, on a participé activement dans ce projet, puisque Albert ici a participé à la session d'introduction et moi-même, j'ai participé à une session de Moving Forward. Ça a été de nouveau l'occasion aussi de faire du réseautage, de rencontrer des membres d'autres associations, de l'association espagnole, suédoise, l'association slovaque. Chaque fois, ça permet d'échanger des bonnes pratiques avec ces personnes-là, de se dire, ah oui, ah, c'est comme ça que vous faites dans votre pays, vous avez tel projet, est-ce qu'il y aurait moyen d'implémenter ces projets chez nous dans notre association? Donc, c'est vraiment une façon de réfléchir à notre façon de communiquer et aller de l'avant dans ce sens-là. Lors de ce projet-là, de ce congrès-là, donc aussi à Blankenberg, on avait proposé des ateliers danse et des ateliers de Qigong. Je ne sais pas si la prononciation est correcte, mais ça nous a permis donc aussi de participer activement. Et alors, à quoi ça mène tous ces congrès, hormis le fait de réseauter? Ça permet de créer des projets. Et en 2023, moi, j'avais travaillé avant dans une autre association, dans des projets Erasmus+. Et j'ai semé cette petite graine-là. Et maintenant, grâce à cela, avec l'aide de l'EHA qui gère le projet de l'association espagnole et de l'association bulgare, on est en train de développer un projet qui s'appelle la Huntington Academy. Ce sera une plateforme d'apprentissage. C'est déjà une plateforme d'apprentissage, mais elle est en développement. Elle sera disponible en juin 2025 et c'est une plateforme qui permettra d'aborder toutes les thématiques qui sont liées à la maladie d'Huntington avec différents modules pour les neurologues, les kinés, les orthophonistes, les logopèdes, les aidants proches. Et donc, ça, voilà, on a reçu un financement européen pour mener ce projet. Donc, c'est bien la preuve aussi que tout ce réseautage et toutes ces relations qu'on fait au cours de ces congrès portent leurs fruits, notamment comme aujourd'hui, ou même concrètement, comme ça va être le cas grâce à ce projet. Pour en revenir ici à l'EHDN qui s'est tenu à Strasbourg dernièrement, toujours cet aspect technique, donc c'est pas facile de suivre et il faut que l'information soit bien digérée par d'autres personnes pour être restituée on puisse nous la comprendre. Donc ça, c'est notre rôle, le rôle notamment de scientifiques aussi comme Hubert. Et donc pourquoi nous, en tant que membres d'association, c'est important d'y aller? Parce que ça nous permet de rencontrer tous ces membres d'autres associations, d'échanger des idées de projets, de trouver des idées de subventionnement. Aussi, Albert ici parlait des donations. C'est vrai que nous, ici en Belgique, en tout cas en Belgique francophone, on n'a pas énormément de dons, donc on vit vraiment de petites subventions. Donc s'il y a d'autres idées possibles à mettre en place, créer peut-être des projets qui permettent de récolter, c'est toujours bienvenu. Ça nous permet aussi, ces congrès, de tenir des réunions en présentiel avec les autres membres des associations pour voir comment nos projets communs avancent. Et ça, c'est important, pas tout le temps se retrouver en Zoom.
et d'avoir le contact humain qui est là. Comme je viens de le dire et comme Hubert l'a fait maintenant dans sa démonstration avant, ça nous permet aussi de faire le point sur les avancées en matière de recherche. Et le point aussi qui est très important dans des congrès un peu haut perché, je dirais, comme le HDN, c'est pour nous de faire valoir et de démontrer aussi euh, que les associations ont leur place. Donc, pour représenter tous les membres qui sont impactés par la maladie d'Huntington et pour essayer qu'il y ait une meilleure prise en charge de toutes ces personnes qui sont touchées par la maladie. Voilà, moi j'en ai terminé de mon côté. Je ne sais pas s'il y a des questions. Une seule, avec ton expérience, qu'est-ce qui est le plus compliqué À quel point de vue? pour assurer une communication grand public? Bah, en tout cas, en termes de tout ce qui est scientifique, c'est de pouvoir avoir la capacité d'analyser ce qui est vraiment intéressant. Et comme le disait Hubert pertinemment avant, par exemple, sur l'essai de Prilenia, c'est de savoir que, OK, ils font une demande à l'agence européenne, mais qu'il y a d'autres scientifiques qui remettent aussi en cause ces avancées-là. Donc, voilà. Merci. Merci, Jean. On va passer là. Avant Inès, Oui. une dernière. Quand Hubert disait, c'est quelque chose que j'ai l'occasion aussi de voir passer dans le comité d'éthique, donc avoir accès à des essais pour des personnes qui ne sont pas malades. Il y a tout un travail de lobbying qui devrait pouvoir être fait. Quel est le rôle, je parle tout autant à Hubert qu'à Olivier, mais quel est le rôle que les associations pourraient jouer pour pousser ce projet-là? Parce qu'il ne concerne pas que des maladies de type Huntington, il concerne beaucoup de maladies euh, dont les symptômes viennent sur le tard alors que la maladie commence déjà ses effets. Si on veut aller vers des suivis du berceau au cercueil, dans notre cas c'est nécessaire, il faut organiser un lobbying en cette faveur. Comment pourrait-on faire? Du coup, si je peux rebondir sur ça, du coup, souvent, ça va plutôt se passer à l'invitation des médecins et des chercheurs. Parce que eux, ils ont accès aux agences gouvernementales de régulation du médicament, ils ont des réunions avec eux pour essayer de les convaincre. Et du coup, eux, ils ont la connaissance, ils savent, voilà, les arguments scientifiques pour pousser dans cette direction. Et ce qui peut arriver, c'est que régulièrement, ils peuvent inviter les associations afin de venir témoigner aussi, pour dire l'importance, on va dire, des essais cliniques et qu'est-ce que c'est que la maladie d'Huntington. Parce que souvent, dans les agences du médicament, il va y avoir des experts, mais en cancer, en métabolisme, en cardio, et pas forcément experts de Huntington. Et ils doivent évaluer, juger si c'est pertinent de faire des essais cliniques alors qu'il n'y a aucun symptôme. Mais là, on n'est pas en train de parler de chirurgie esthétique on est en train de parler de maladies très graves. Et du coup, là, les associations ont un rôle à jouer pour témoigner, pour expliquer qu'est-ce que c'est vraiment dans la vie de tous les jours, d'un point de vue de la famille, la maladie Huntington. Pour vraiment peser, montrer que c'est une décision très difficile de décider de tester des médicaments chez des patients qui ne sont pas encore malades. Philosophiquement, c'est vertigineux. Mais en même temps, on est face à des situations qui sont très difficiles et qui peuvent l'exiger. Et là, les associations ont vraiment un rôle à jouer. Du coup, il y a quand même du travail de notre côté où on essaie de trouver les contacts, on essaie de trouver les gens dans les bureaux et ensuite on peut les contacter nous-mêmes et essayer de témoigner. Mais généralement, il y a des sortes de grandes réunions, presque des conférences entre les chercheurs et les agences de gouvernement. Et là, les associations peuvent être invitées à ce moment-là. Et pour préparer les gens à ça, peut-être que Moving Forward peut aussi, dans sa communication, mettre quelque chose en évidence régulièrement pour relancer le plus souvent possible. Et je sais qu'à ce niveau-là, donc ou même au niveau européen, la présidente européenne de l'association Huntington, Astrid, fait énormément de lobbying au niveau du Parlement européen et au niveau des instances décisionnelles. Du coup, souvent, c'est à une échelle tellement haute que ça ne va pas être l'association Huntington France, mais vraiment au niveau européen, que c'est centralisé. Par contre, au niveau français, on peut avoir notre mot à dire au niveau de l'Agence française du médicament pour essayer d'accélérer ensuite la mise sur le marché des médicaments, une fois accepté aussi au niveau européen.
À toi. On ne t'entend pas, Et Marc. avec le micro, c'est mieux. Voilà. Oui. Je vais donner la parole à Inès. Contrairement à Olivier, par courtoisie, je ne vous dévoilerai pas l'âge de Inès. Inès fait partie d'une famille qui est concernée par la maladie de Huntington. Elle a rejoint l'association Huntington France et son conseil d'administration l'année dernière et elle a tenu non pas parce qu'elle est scientifique ou médecin ou quoi que ce soit, mais elle a souhaité aller au congrès EHDN en tant que famille, représentant des familles, et elle va nous faire part de son ressenti sur ce qu'elle a entendu et sur ce qu'elle a retenu de ce congrès. Merci Merci, Inès. Marc. Merci Marc pour la présentation. Donc en effet, moi, ça fait peu de temps que je suis membre du conseil d'administration de l'association Huntington France et également bénévole au sein de l'association européenne Huntington. Et comme l'a justement dit Marc, je suis concernée par la maladie du fait que mon père et mon oncle étaient atteints. Euh, C'était ma première participation en effet à ce genre de congrès. Donc, pour être honnête, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et mon objectif, c'était voilà, d'en apprendre plus sur les avancées de la recherche et aussi rencontrer les associations. Comme le disait Olivier, c'est aussi toujours sympa de se voir en vrai. Le contact humain est plus intéressant et donc les associations européennes étant présentes, ben, c'était une opportunité de les rencontrer. Euh, j'ai été surprise par plusieurs éléments pour ma part. Déjà, le premier, c'est la taille de l'événement. Donc, c'était à Strasbourg, au centre de congrès. Je ne connais plus exactement le nom du lieu, mais en tout cas, un très grand endroit. Et en fait, il y avait plus de 1 000 personnes. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Je m'y attendais pas vraiment. Le deuxième élément, c'est la densité du programme. Donc c'est 3 jours de conférences assez intenses. Et donc ça, c'était aussi intéressant de voir qu'il y avait vraiment beaucoup à dire sur le sujet. Le troisième élément, c'est de voir que, il y a des congressistes du monde entier. Et non pas que européens. Donc ça, c'était ma surprise aussi de me dire, bah, en effet, il y a des gens qui venaient des États-Unis, d'Australie, du Canada. Et c'est ceux qui se sont présentés quand ils ont posé des questions, mais il y en avait peut-être de plein d'autres pays que je mentionne pas là. Et en fait, c'est intéressant de voir qu'un congrès européen sur la maladie de Huntington voilà, attire aussi des non-européens pour voilà, réseauter aussi, je pense, et s'informer. Euh, et le dernier point, qui est un des plus importants, je pense, c'est de se dire que il y a un nombre de chercheurs et de laboratoires présents, investis sur le sujet. Et en fait, en tant que membre de famille qui, comme sans doute beaucoup d'entre vous, se sentons un peu seuls, un peu isolés, c'est une maladie rare, et bien là, on voit quand même il y a du monde qui travaille sur le sujet. Donc même si je suis loin d'avoir tout compris aux interventions, parce que c'était en anglais avec des termes très scientifiques, c'était intéressant de comprendre la différence entre la recherche et les essais cliniques, et surtout de constater que voilà, la recherche avance. Donc c'est sûr que c'est vraiment plus parlant lorsque c'est vulgarisé par quelqu'un comme Hubert. Donc on a beaucoup de chance d'avoir Hubert à nos côtés pour nous faire comprendre ça à nous non scientifiques. Mais ceci dit, d'y aller, d'être sur place, ça donne voilà, un élan qui est assez intéressant. Et pour conclure, vraiment, ce que j'en retire, c'est beaucoup d'espoir face voilà, au nombre de professionnels qui sont impliqués, investis dans la recherche. Donc ça, c'est vraiment oui, une grande source d'espoir. Et aussi, c'est finalement en participant à ce genre de congrès, bah, pendant 3 jours, on se sent plus seul face à cette maladie. On se sent voilà, une vraie communauté et internationale, donc c'est quand même très chouette. Euh,
Et comme l'a très justement dit Olivier aussi, c'est vraiment l'idée de partager, de créer des moments conviviaux avec les autres associations, de générer de nouvelles idées, parce qu'on a tous, toutes les associations ont le même objectif, hein, de soutenir les malades et leurs familles et de faire avancer. Voilà, la recherche par la collecte de dons ou, comme le disait justement Hubert, c'est aussi du lobbying envers les différentes instances qui vont nous permettre de faire reconnaître la maladie, de la faire, oui, connaître et puis faire avancer les choses pour plus de confort pour les malades et leurs familles. Donc, voilà en quelques mots ma première expérience et je ne manquerai pas d'aller à la suivante, au prochain congrès, parce que ça apporte beaucoup et on se sent moins seul face à tout ça. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Inès. Donc, on vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le chat. Je pense, Hubert, qu'il faut quand même revenir un petit peu sur ces notions d'amplification, de mutation, parce que les gens se posent beaucoup de questions. Et notamment quelqu'un qui a fait le test génétique et à qui on a dit qu'il n'était pas porteur de la mutation. De mon point de vue, il n'y a aucune raison de penser refaire le test génétique quelques années après pour voir. Exactement. C'est absolument important que tout le monde ait ça en tête parce que sinon, ça va créer une psychose dans toutes les familles. Si vous n'êtes pas porteur, vous n'êtes pas porteur. Euh, J'écho entièrement à ce que tu dis. Le test est quand même très, très, très sûr. Une fois que vous n'êtes pas porteur, quand bien même il y aurait un tout petit peu d'instabilité, vous ne deviendrez pas Huntington et ça ne sert à rien de refaire le test quelques années plus tard. euh, alors là, on va regarder quelques, Il y a quelques plusieurs questions questions. sont revenues hein, sur Oui, passer l'IRM. Euh, on voit bien dans les communications HD-Buzz, etc., on commence à en parler, mais relativement peu. Et tu as, je veux dire, suscité des vocations de gens qui seraient d'amis présents qui seraient candidats à Du se coup, faire tester l'IRM, mais je ouais. ne sais pas si c'est imaginable. Là, je veux bien préciser aussi, je ne suis pas médecin. Je suis Oui. chercheur, j'ai des connaissances scientifiques, mais je n'ai très peu de connaissances médicales. C'est un tout autre univers. Et jamais je me permettrai de donner des recommandations médicales à ce niveau-là. Du coup, il faut bien prendre conscience que dès que vous avez des questions médicales, c'est avec un médecin qu'il faut en parler, donc avec le médecin qui vous suit, le neurologue. C'est vraiment votre premier interlocuteur avec qui discuter ce genre de questions. Ensuite, pour répondre de manière un peu plus concrète à l'IRM, il faut savoir que c'est une machine qui coûte beaucoup d'argent, qui est très utilisée, qui est beaucoup demandée. Du coup, il faut aussi prendre conscience que c'est pas forcément accessible tout le temps, tout le monde, pour tous les patients Huntington. Et donc là, ça peut être une des limitations, l'accessibilité à ce genre d'appareil. Et donc, il est possible, encore une fois, il faut en discuter avec votre médecin. Si vous ne le proposez pas, c'est juste parce qu'il y a aussi un manque de ressources. Il faut Oui. prioriser vraiment pour les patients qui ont besoin. C'est très exactement, mais tu vois, dans le chat, il y a juste deux commentaires en sens contraire. Un, son neurologue ne lui en parle pas et ne lui répond pas, et une autre personne, Emmanuel, dit, mon neurologue, dès le premier entretien, m'a prescrit un IRM. Donc il y en a qui ne le font pas et il y en a qui le font. Mais dans ce domaine-là, il existe, je crois, dans le cadre Enroll notamment, toute une série d'études parallèles qui visent à rechercher des biomarqueurs plutôt spécifiques ou des collectes de liquide. Tu as voulu en parler un mot tout à l'heure et puis tu es passé à autre chose, mais notamment dans le liquide céphalorachidien. Et notamment de chercher à travers ça des collectes spécifiques d'éléments de corps humain pour approfondir les Exactement, tests. exactement. Et notamment, là, durant le congrès, il y a eu un des biomarqueurs qui a été mentionné, donc qu'on retrouve au niveau du liquide céphalorachidien et qui pourrait donner une information en fait sur la taille du striatum, ou en tout cas la santé du striatum. Du coup, plutôt que de faire des IRM, maintenant les gens essayent de développer un nouveau test à partir du liquide céphalorachidien qui pourrait donner des informations sur l'état du striatum. C'est vraiment très préliminaire, c'est vraiment en phase de développement, ça va prendre
de nombreuses années, je pense, avant d'être vraiment développé. Mais ça va dans ce sens-là pour justement essayer de libérer les machines pour les autres patients. Oui, je crois qu'il y a eu aussi des tests du même genre dans les larmes et dans la salive, en Allemagne notamment, mais tout ça est très préliminaire. Oui, j'avoue que j'ai pas entendu de résultats Oui. spectaculaires en tout cas. Du coup, soit les études sont pas finies, soit les études sont finies, il y a eu des résultats, mais si c'est pas venu à mes oreilles, c'est que probablement c'est pas très prometteur. Il y a à nouveau une question pour rassurer une personne qui dit est-ce qu'un test sanguin pourrait être un faux positif et ne faut-il pas, ce serait pas une bonne idée de répéter le dit test? C'est déjà fait en laboratoire. Normalement, ils refont le test plusieurs fois en laboratoire pour être vraiment sûr et certain. Il y a tout un protocole aussi de purification de l'ADN qui est fait dans une pièce et on va faire le test génétique dans une autre pièce pour éviter les contaminations. C'est extrêmement rigoureux. Du coup, le risque qu'il y ait un faux positif ou un faux négatif est infinitisé mal. Oui, et puis je vais essayer en 3 secondes de donner une petite notion génétique à tout le monde. Vous savez qu'on a chaque personne, quand une personne est porteur de la mutation Huntington, il a une chance sur deux de le transmettre aux enfants. Donc une chance sur deux, ça veut dire qu'il a une chance sur deux de transmettre le brin du chromosome qui possède la mutation, mais il a une chance sur deux de transmettre l'autre brin qui, lui, n'a pas de mutation. Donc, si la personne à qui on dit qu'il n'est pas porteur, c'est qu'il a reçu le brin de chromosome qui n'est pas porteur de la mutation, il n'y a aucune raison de penser qu'au cours du temps, ça va évoluer. Donc, c'est parce que sinon, ça veut dire que la population générale aussi peut évoluer. Donc, c'est vraiment important que tout le monde ait en tête qu'un test génétique est fiable à 100% et que si le généticien dit vous n'êtes pas porteur de la maladie, c'est que vous n'êtes pas porteur. Il peut y avoir des questions, ce qu'on appelle la zone grise, qui est entre 35 et 40 répétitions du codon CAG. Donc là, c'est une discussion à avoir avec le généticien, mais si on vous dit que vous n'êtes pas porteur, c'est que vous n'êtes pas porteur. Il y avait une question qui posait exactement la même chose. Vous n'êtes pas porteur, mais n'étant pas porteur, peut-on être quand même soumis à l'accroissement spécifique à des organes? Je pense que Hubert a répondu tout à l'heure partiellement à ça. Donc, Sur un quelqu'un qui aurait une trentaine et tout qui... petit peu, Voilà. mais Oui, voilà, ça va très, 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 très peu changer. oui, voilà, tu avais répondu, hein, oui. Et de manière globale, pour toutes les personnes qui ont des questions par rapport à tout ça, effectivement, il y a, alors moi je vais parler uniquement du système de santé en France, mais donc il y a des centres de compétences et des centres de référence de la maladie de Huntington qui sont dans la plupart des grands CHU, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Paris, etc. Et donc, dans ces centres de compétences et de référence, vous avez un ou plusieurs neurologues qui connaissent parfaitement la maladie de Huntington, qui suivent tous ces congrès. La plupart étaient présents au congrès de Strasbourg, donc ils suivent l'évolution de la science, des essais cliniques et même de ces notions dont Hubert nous a parlé en début. Donc, c'est avec eux, il faut vraiment que les personnes malades soient suivies dans ces centres de référence et dans ces centres de compétences et que lors des rendez-vous avec le ou la neurologue, que vous n'hésitiez pas à poser toutes les questions parce que ce sont vraiment eux qui sont à la pointe de la prise en charge du malade. J'ai remarqué quand même qu'il y a un ou l'autre participant qui ne sait pas ce qu'est Enroll. Hubert, tu veux le dire en 3 mots? Alors, Enroll, c'est en gros un essai clinique, mais un essai clinique pas interventionnel, c'est-à-dire on ne va pas tester un médicament, c'est un essai clinique observationnel, c'est-à-dire on regarde comment la maladie d'Huntington évolue au cours du temps. Et du coup, en gros, c'est chaque année, vous allez voir le neurologue qui participe à cet essai clinique, vous allez faire quelques tests, prise de sang, il y en a certes, je crois que maintenant il y a un premier centre qui vient
d'être autorisé à faire des prises de CSF, de liquide céphalorachidien. Et vous pouvez avoir aussi donc des fois de l'imagerie, des fois non. Et en gros, vous allez faire partie d'une base de données qui permet d'étudier la maladie d'Huntington sur des décennies. Oui. Et donc, tous les échantillons collectés sont pour la science, ils sont partagés avec tous les chercheurs autour du monde. Et donc, c'est vraiment pour tout le monde pour faire progresser la science. Il y a, Enroll aujourd'hui, c'est grosso modo 25 000 patients qui sont suivis annuellement. Ça se fait sur 4 continents, dans grosso modo une petite centaine de pays et 150 centres de génétique ou de centres de biorecherche. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et plus il y a de participants dans Enroll, plus il y a de matériel disponible pour la recherche, et plus il y a de matériel disponible, plus on a des chances de trouver notamment des biomarqueurs. Donc Enroll est quelque chose d'extrêmement important. Et et je voulais plus, ajouter que même les et personnes qui ne plus sont il y pas a porteurs. et plus il y a de malades qui peuvent entrer dans des essais cliniques, puisqu'ils sont parfaitement connus du médecin qui les suit. Exactement. Si vous voulez augmenter vos chances de faire partie d'un essai clinique, faire partie de Enroll-HD est vraiment la première étape. Parce qu'il y a des critères de sélection tellement, tellement exigeants pour faire partie d'un essai clinique qu'on doit savoir tous les critères de sélection à l'avance. Et du coup, si vous n'êtes pas suivi par des spécialistes Huntington qui participent à Enroll-HD, vous avez moins de chances de participer aux essais cliniques. Et je voulais également rappeler que même si vous n'avez pas la maladie d'Huntington, vous pouvez participer à une rôle HT parce qu'il faut toujours un groupe contrôle pour comparer les patients Huntington avec les patients sains. Donc, même des personnes de famille Huntington, mais qui n'ont pas la mutation et qui sont non porteurs, peuvent également participer à la recherche. Et on Mais demande comment rentrer dans l'étude, c'est via les centres de référence, c'est bien ça, Marc? oui, Alors en Belgique, je ne sais pas si c'est le même système, mais en Pour France, Enroll, c'est... pardon, la question c'est pour Enroll. Oui, oui. Le plus facile, on s'adresse à la Ligue et on donne les adresses. Pour la partie francophone de Belgique, il y a euh, 3 centres qui participent à Enroll et c'est via les centres de génétique normalement. Mais passons via la Ligue, c'est très facile et on vous met en relation, y compris avec le nom du médecin référent. Dans le chat, vous trouverez un lien que Philippa vient d'envoyer sur Enroll où vous Voilà. trouverez certainement tous les sites Euh, euh, qui participent à euh, cette étude. Si je me permets de faire un peu de pub, donc à notre matinée d'information de samedi prochain, un des thèmes, c'est un exposé sur Enroll parce que Enroll est en train de passer à Enroll 2.0 qui va peut-être mettre la priorité sur la participation de gens plus jeunes de façon à augmenter un peu le scope général. Donc, s'il y a des Belges dans l'audience, ils peuvent encore s'inscrire. Je Une voulais faire question aussi, pardon. une question pour Hubert. Pourquoi ne faut-il pas supprimer la bonne Huntington? En quoi est-ce qu'elle est bonne pour l'organisme? J'étais en train d'y répondre. Alors ça, c'est une question à 1 million de dollars. En fait, on ne sait pas exactement c'est quoi le rôle de la Tintin. On ne sait pas trop. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si on l'empêche d'être exprimée, d'être produite chez la souris, au niveau embryonnaire, c'est létal. C'est-à-dire que l'embryon, il n'a même pas le temps de se développer, c'est déjà, il meurt. Donc ça montre l'importance de cette protéine. Elle est vraiment vitale au niveau du développement chez l'embryon, le fœtus et chez l'enfant. Chez l'adulte, il y a aussi des expériences qui ont en fait permis de inhiber, bloquer la production de l'antitine normale chez l'adulte. Alors là, c'est pas mortel. Et les souris, en tout cas chez la souris, vivent toujours. Par contre, il y a des effets secondaires assez délétères. Donc en fait, on ne sait pas exactement quel est le rôle de l'antitine. On sait qu'elle est impliquée dans beaucoup de mécanismes, mais on sait qu'il faut pas trop y toucher. Du Oui, coup, et elle- c'est pour elle- ça que l'essai clinique de Roche il y a quelques années, avait malheureusement dû être arrêté à cause d'effets secondaires toxiques et c'est probablement à cause de la dose qui était trop importante et on diminuait trop fortement l'intitine normale. oui, mais, elle- elle est, moi, mes lectures, je ne suis pas scientifique du tout, hein, mais mes lectures disent la Huntington normale participe à la neurogénèse, donc à la fabrication des neurones. Et on sait le mesurer chez les souris, mais on ne peut pas
faire des essais pour la fabrication des neurones sur des fœtus chez l'homme, hein. Euh, donc, on suppose que ça intervient dans la neurogénèse puisqu'on le voit chez les animaux, et on sait que si ça participe à la neurogénèse, s'il n'y a pas de neurones, il n'y a pas de vie possible. Donc, la bonne Huntington est indispensable dès le début, alors qu'on ne voit pas les symptômes, ce qui justifie les prises en charge le plus tôt possible quand on sait qu'on est dans une famille porteuse. Et Albert, je voulais aussi rebondir sur ce que tu disais avec Enroll HD 2.0, qui va essayer de mettre l'emphase sur une population plus jeune. Il faut savoir aussi que si on n'a pas envie de savoir son statut, la maladie d'Huntington, on peut quand même participer à cet essai clinique. Oui, C'est-à-dire qu'on ira oui, chez le médecin, on fera tous c'est les ça. tests, qui fera une prise de sang. Donc le médecin et tous les chercheurs sauront quel est votre statut, si vous êtes porteur ou non de la maladie, mais on ne vous le dira pas. Tout est anonymisé. Du coup, en fait, même les chercheurs et les médecins ne pourront pas relier le résultat du test à vous-même. Tout sera anonymisé, mais ça permettra quand même de faire avancer la science. Parce que c'est vrai que il est important voilà, que les jeunes aussi participent. C'est vrai que quand je vois là, les vidéos qui sont allumées, je vois que la moyenne d'âge n'est quand même euh, pas très basse. Oui, oui, oui. Merci, merci. Oui, c'est vrai. Et Oui, Philippa a oui, partagé aussi un lien, oui, le lien du site internet HD Buzz, qui est un site qui vulgarise les résultats de la recherche aussi. Donc, si vous voulez rester informé, vous pouvez, ils ont une newsletter, vous pouvez vous y inscrire ou consulter le site. Et il y a quelques réactions hein, par rapport à ton intervention sur la moyenne d'âge. oui. Bienvenue au club, oui, c'est ça. C'est ça. Mais, Non, mais je suis comme Olivier, j'apparais très jeune, mais je suis pas oui, si oui. jeune que ça non plus. Ah oui, mais Olivier, c'était une blague, je connais son âge. Il est beaucoup plus vieux qu'il n'en l'air. Oui, ça va, c'est autre chose. C'est entre nous. Non, mais c'est important. HD Buzz, c'est une mine de renseignements et c'est en plusieurs langues. En plusieurs langues. Généralement, les traductions françaises viennent après, mais avec les instruments modernes de traduction, on peut se faire, sur les versions anglaises, par exemple, une traduction immédiate. Elle n'est pas parfaite, mais elle est très utilisable pour des non-scientifiques que nous sommes. Donc, c'est vraiment une piste intéressante pour rester au courant. Alors, Hubert, maintenant, tu as une question à 2 millions de dollars, qui est comme, a priori, dans combien d'années au minimum on peut espérer avoir un traitement mis sur le marché? Courage, fuyons. Non, c'est très difficile à répondre. On peut espérer que le médicament de Prilenia, qui est actuellement en demande d'autorisation, si c'est accepté, d'ici 18 mois à 2 ans, il devrait être accessible. Après, c'est de quoi on parle. Ce médicament, il a montré aucun effet bénéfique dans les essais cliniques. Du coup, on pourrait déjà avoir des médicaments, mais efficaces, pas trop. Et les deux autres médicaments qui sont, on va dire, très avancés aussi en mode de développement, on voit qu'il y en a un, il agit uniquement sur les mouvements choréiques, et un autre, bon, ben, il reste encore à prouver qu'il marche bien. Du coup, voilà, on sait que les traitements révolutionnaires, ils vont pas arriver tout de suite. Les plus proches, on va dire, qui peuvent avoir vraiment un impact, je pense à Roche et PTC, qui sont les plus développés, mais ça se compte quand même en plusieurs années encore. Si jamais ils sont aussi des résultats positifs. Donc, Oui. Mais bon, Le, il faut rester positif, hein. Il y a quelques années, quand j'ai fait la connaissance de Bernard Landvermeyer, qui était le pape de la recherche Huntington, il disait Huntington, c'est la plus curable des maladies incurables parce que, elle est causée par la mutation d'un seul gène et il est identifié. Donc, je reste optimiste, mais m'avait dit ça il y a 7 ans en disant qu'il avait un horizon entre 7 et 10 ans. On peut dire aujourd'hui, raisonnablement, un horizon de 7 à 10 ans, on verra beaucoup de progrès. Plus tôt, on peut rêver. oui, et puis quand on discute avec les scientifiques, il y a des approches de thérapie génique qui sont encore à des stades un peu plus préliminaires,
mais qui, ce qu'ils appellent notamment les ciseaux, la CRISPR, etc., qui sont hyper intéressantes parce que si ça marche, ça va faire exactement ce que l'on attend d'un médicament au niveau de la protéine Huntington. Donc, ce sont des approches extrêmement complexes qui commencent à être développées en thérapie pour d'autres pathologies. Donc, il y a d'autres choses qui vont arriver, d'autres approches révolutionnaires qui vont arriver, mais qui vont prendre encore plus de temps. Euh, alors, je ne sais pas si Hubert, tu peux répondre à cette question. Jusqu'à quel stade de la maladie peut-on entrer en phase d'essai clinique? C'est très variable. Ouais, ça va être très variable selon le type du médicament. Par exemple, donc j'ai parlé du médicament qui vise les mouvements choréiques. Là, on sait qu'on est déjà à un stade assez avancé. Du coup, il va autoriser, il va recruter des patients à un stade avancé. Les- Probablement les thérapies qui vont viser l'instabilité, ils vont plutôt essayer de recruter des personnes les plus jeunes possibles afin d'optimiser les chances. Comme je l'ai dit, la tendance, elle est vraiment à essayer de recruter des patients de plus en plus jeunes, de plus en plus jeunes. J'ai essayé de faire cette comparaison avec le cancer, où en fait, essayer de traiter des personnes avec un cancer en phase terminale, c'est quasiment impossible. Et c'est à l'heure actuelle ce que font la recherche en neurosciences, c'est on teste les médicaments chez des personnes à des stades très développés. Du coup, la tendance est plutôt à aller aux plus jeunes, aux plus jeunes, aux plus jeunes. Après, bien sûr, une fois que le médicament, s'il est autorisé, il sera probablement tout le monde. Moi, je vais juste faire une petite aparté là, parce que Prilenia, il y a quelques mois, a fait une campagne de presse importante par rapport au fait qu'il demande à l'autorité européenne une mise sur le marché. Et ça a été à la surprise de tous les neurologues, en tout cas en France, qui ont participé aux essais cliniques, parce que eux, comme l'a dit Hubert, n'ont vu aucun effet bénéfique du médicament sur les patients. Donc, il y a effectivement cette notion qu'il faudrait que les patients ne soient pas sous traitement neuroleptique et autres pour que ça marche, mais il y a quand même un énorme point d'interrogation sur l'efficacité de ce médicament. Même information ici, hein. Oui. Et Prilenia, a priori, ne fait pas de demande de mise sur le marché aux autorités américaines. Ils se concentrent uniquement sur l'Europe. Et on se pose la question, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas essayer d'aller sur le marché américain aussi, quoi. Donc, il y a beaucoup de questions par rapport à la stratégie de Prilenia. Euh, Je suis impressionné de voir qu'il y a encore 80 personnes branchées. Il y en a eu jusque oui, 80, 93 au maximum, 94. Il en reste 80 en ligne. Ça veut dire que c'était très intéressant. Merci Hubert. merci Hubert, Et merci Olivier, Inès. merci Inès, merci. Merci Olivier. Je crois qu'on arrive au terme du temps qu'on avait défini pour cette réunion. Euh, Comme l'a dit Inès et Hubert, c'est très intéressant, c'est très positif tout ce qui se passe actuellement au niveau des essais thérapeutiques pour la maladie de Huntington. Il y a 2 ou 3 ans, quand Roche a envoyé son communiqué pour dire qu'ils arrêtaient l'essai clinique sur lequel tout le monde pensait qu'on avait enfin qu'on allait avoir un médicament, tout le monde a pris un grand coup derrière la tête. Et beaucoup de gens ont pensé que c'était la fin de la recherche clinique sur la maladie de Huntington. Et comme on peut le voir avec la présentation de Hubert, ce n'est pas du tout le cas. Même Roche, et il faut s'en féliciter parce que Roche est un gros laboratoire, Roche a décidé de refaire un deuxième essai clinique sur une population différente et dans des conditions différentes. Et on voit qu'il y a de nombreux laboratoires qui développent des approches thérapeutiques qui sont certainement révolutionnaires aussi. Donc tout ça est extrêmement positif. Il y a encore énormément de questions qui se posent par rapport effectivement qui va pouvoir être traité avec ces médicaments, à quel stade de la maladie,
par rapport à, effectivement, est-ce qu'on a la mutation ou est-ce qu'on n'a pas la mutation, est-ce qu'il va y avoir des effets secondaires, comment va être administré le médicament, etc. Il y a énormément de questions, il va falloir du temps, de la patience, mais pour une maladie rare, c'est extrêmement satisfaisant de voir que de nombreux laboratoires continuent à travailler sur la maladie de Huntington et donc il y a de gros espoirs dans quelques années d'avoir des traitements efficaces contre cette maladie. Sinon, je pense qu'on peut remercier Philippa d'avoir organisé cette conférence. Et merci, merci aux participants et merci surtout aux 80-90 personnes qui se sont connectées et qui montrent l'intérêt du sujet. Donc, je vous invite à suivre les informations auprès des associations belges et françaises qui ne manqueront pas de vous tenir informés de l'avancement de ces essais cliniques. Et n'hésitez pas à en parler à votre médecin, à votre neurologue. Voilà. Merci beaucoup en tout cas.